Donc bonjour. Donc on va vous présenter ici une approche d'innovation par la donnée. Donc monter son data lab, c'est mettre en place en fait des solutions qui vont nous permettre d'innover notre métier de manière dite data driven. Donc le but c'est de vous apporter une réponse, c'est un peu une approche comment on peut faire ça et ce qu'on en a besoin et proposer une démarche sur comment monter justement ce data lab et ce système d'innovation par la donnée. Donc je me présente, je suis Julien Buret, donc CTO chez Xebia. Et donc je suis Amine Beneni, Chief Data Scientist chez Xebia. Et avant de vous parler de comment mettre en place un data lab, on va d'abord se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour tout le monde d'avoir un data lab? Parce que je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire c'est plus réservé à des entreprises côté technologie, nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'avoir un data lab? Est-ce que c'est pertinent pour moi? Et si on regarde la liste des grosses startups qui sont montées ces dernières années, on va avoir Google en bas à droite, qui est vraiment data-centric, qui fait de la data pour exploiter de la data, mais il y en a beaucoup d'autres qui en fait sont sur des secteurs plus traditionnels. Donc on va avoir Amazon pour le commerce, Spotify et Netflix qui sont vraiment dans la distribution de contenu audiovisuel. Donc, des exemples plus récents qui doivent vous parler, c'est Airbnb et Uber, qui sont sur de l'hôtellerie et du transport de personnes. Et le point commun entre ces grosses startups donc qui ont démarré petites et qui ont vraiment eu une croissance exponentielle époustouflante, c'est leur approche data-driven, justement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire data-driven? Ça veut dire que ces entreprises ont mis en place des processus de prise de décision qui ne reposent pas sur l'intuition humaine, mais qui est vraiment qui va s'inspirer vraiment, enfin qui va exploiter les données dont dispose chacune de ces entreprises. L'exemple archétypal étant le moteur de recommandation d'Amazon, qui est vraiment un processus de décision automatisé où c'est l'algorithme qui va apprendre les goûts des utilisateurs pour leur faire des propositions complémentaires à leurs achats. Et on va se concentrer surtout en fait sur Netflix, parce que je pense que Netflix résume bien le message que je vais vouloir passer dans le slide suivant, c'est-à-dire que Netflix, initialement, a commencé comme une entreprise de diffusion de contenu. Donc, il récupérait les films, les séries, et il les mettait à disposition des gens. Et puis, un jour, Netflix s'est dit, moi, ce que je veux, c'est avoir plus de contenu à proposer. Donc, une suite naturelle pour moi, c'est de fabriquer du contenu. Donc, je vais devenir producteur. Et on a eu des exemples. Alors, j'ai House of Cards en tête, je ne connais pas les autres. Je n'ai vu que House of Cards. Et l'exemple qui est vraiment intéressant, là, le point qui est vraiment intéressant, c'est comment est-ce que Netflix a choisi House of Cards. Généralement, dans les studios, vous avez des gens qui ont développé une certaine expérience et une certaine intuition, qui ont eu des succès, des échecs. On leur soumet des scripts et ces gens-là vont décider ouais, ça je prends pas, ça on lance pas. Donc c'est quelques personnes, on leur fait confiance ou pas. Et Netflix a adopté une attitude totalement différente. Ils se sont dit, nous, on a toutes les données de consultation de nos utilisateurs. Donc plutôt que de demander l'avis à 3 ou 4 personnes, en fait, indirectement, on peut demander l'avis à toute notre base d'utilisateurs. Donc ça fait plusieurs dizaines ou centaines de millions de personnes, je n'ai pas le compte exact. Et en fait, plutôt que de se reposer sur l'intuition d'une personne, on a fait une mesure de ce qui est vraiment attendu par les gens. Donc on a une mesure de ce qui est concrètement attendu, de ce que les gens veulent vraiment. C'est une mesure indirecte, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui disent ce qu'ils veulent, mais on le devine à travers l'analyse des données. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'on est sur des cycles d'évolution technologique qui sont de plus en plus courts et de plus en plus impactants, j'ai envie de dire. L'iPhone, par exemple, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en 2007, ça fait même pas 10 ans. Et une entreprise comme Uber ne peut pas exister sans smartphone parce que tout leur moteur prédictif repose en fait sur les données de géolocalisation pour optimiser leur flotte de transporteurs, en fait. Et donc on imagine le téléphone qui date d'il y a 150 ans. Ensuite, on a eu le fax, Internet, et on est sur des cycles de plus en plus courts. Et en fait, dans cet écosystème numérique, chaque nouveauté apporte de la donnée.
Et chaque donnée est une mesure indirecte de quelque chose, même si on ne sait pas initialement quoi. Et les gens comme Uber ou Airbnb se démarquent des autres parce qu'en fait, ils ont su exploiter en premier ces nouvelles données. Donc ils ont su se positionner, ils ont su déterminer en quoi ça pouvait être utile, extraire la valeur et développer des produits donc, qui sont data-driven. Et donc le point important ici, c'est que la data porte tout le cycle d'évolution, d'innovation technologique. Et c'est très important parce qu'on est vraiment de plus en plus sur des marchés où c'est premier arrivé, premier servi. Et il y a moins de place, beaucoup moins de place pour le deuxième, et il y en a encore moins pour le troisième. Donc il faut être capable de réagir très rapidement. Et on sait tous que dans une entreprise classique, les cycles de décision rapides, ce n'est pas le fort. Donc peut-être que certains d'entre vous ont assisté à la présentation de Tiga, qui avait parlé de différence entre une approche projet et une approche produit. Et donc généralement, dans une entreprise, on va définir des projets avec des objectifs clairement définis, qui sont plus ou moins absolus et qu'il faut atteindre, avec un budget bien défini, ce qui implique qu'en amont, il faut savoir ce qu'on veut. Et comme je vous l'ai dit précédemment, là on est vraiment sur des... On ne sait pas en fait ce qu'on va chercher, puisqu'on a des nouveaux silos de données, on a de nouvelles sources de données, on sait qu'il y a quelque chose, on est dans un environnement incertain, et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit, on va changer de process, on va plutôt adopter une approche où on va inclure l'incertitude et la possibilité de l'échec, plutôt que d'être sur des certitudes et éventuellement ne pas laisser de place à l'exploration. Donc l'approche Lean Startup, qui a également été évoquée dans le speak précédent, est assez adaptée pour ça, dans le sens où on va vraiment être sur des cycles d'innovation courts, on va avoir une approche itérative, on va tester le maximum de choses, on est vraiment dans une approche darwiniste de la sélection de ce qui marche ou pas. On donne leur chance à tous les projets, on les accompagne et on regarde qu'est-ce qui marche. Et quand je dis qu'est-ce qui marche, ça ne veut pas dire demander l'avis à un décideur à travers son intuition de qu'est-ce qui marche ou non, c'est plutôt confronter directement au monde réel. Et là aussi, la donnée va jouer un rôle important parce que c'est cette donnée qui a une mesure du monde réel et qui va nous permettre de dire ça marche ou ça ne marche pas. Quelques obstacles autres que justement les processus de décision. Le premier, qui a également été énoncé dans un autre talk précédent qui était celui de Voyage SNCF, et qui illustre très bien ce qu'on va dire là, c'est le rapprochement entre les différents métiers. En fait, dans une entreprise classique, on va avoir le SI qui va gérer la data d'un côté, et on va avoir les analystes, les data miners, qui sont dispatchés dans les différents métiers. Et c'est le SI qui va être en charge de structurer les données brutes pour fournir une vision qui correspond aux besoins du métier. Donc l'analyste n'est pas proche de la donnée, il récupère quelque chose qui est déjà traité, ou quelque chose a été enlevé, généralement parce que c'était considéré comme du bruit, mais qui éventuellement, dans une démarche d'innovation, aurait pu représenter une information importante. Donc là, dans cet aspect-là, l'analyste, enfin la personne qui va exploiter la donnée n'est pas maître de la donnée brute et n'est pas maître des étapes de transformation de ce qui se passe. Et donc on perd beaucoup de visibilité sur les possibilités d'innovation à partir de la donnée. L'autre point important, c'est bien sûr les silos de données. Donc ce qui se passe, c'est qu'historiquement, une entreprise va grandir, va mettre en place différents métiers, unité marketing, unité commerciale, unité support, et chacune va développer va avoir ses propres données en interne pour des raisons opérationnelles, sans chercher à se synchroniser avec les autres parce que voilà, il n'y a pas de besoin initialement. Sauf que, en fait, l'entreprise, il n'y en a qu'une, l'environnement économique de l'entreprise, il n'y en a qu'un, et le fait qu'on ait différentes données, ça ne veut pas dire qu'on a ça veut dire qu'on a différents mondes. On vit tous dans le même monde, ça veut simplement dire qu'on a différentes visions de la même chose. Donc on a des vues éparses de la même chose. L'idée, c'est d'essayer de regrouper tout ça pour avoir une vision complète, cohérente et robuste, pour pouvoir ensuite aller, ne pas se contenter de simplement optimiser les process par métier, mais vraiment aller créer de l'innovation transversalement à toute l'entreprise pour porter toute l'entreprise vers un but stratégique commun. Donc j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt du Data Lab. Donc on va vous expliquer la première étape qui est donc
avoir les bons potentiels, les bonnes compétences et les données quelque part où on peut y avoir accès. Donc, comme on vient de dire, si vous êtes convaincu par une approche d'innovation par la donnée, la première chose à mettre en place, c'est cette sorte de data lab qui va être concrétisée par 3 choses. Donc une équipe. Alors, il y a souvent déjà des profils qui sont en place, comme on a dit. Dans un data lab, on va avoir besoin des profils métiers. Déjà, savoir ce qu'il faut faire, connaître le métier, connaître déjà les données générées par les applications. On va souvent aussi avoir des analystes qui sont là, qui viennent plutôt du monde de la BI. Et on va enrichir cette équipe avec différents profils pour pouvoir justement avoir une équipe complète qui va permettre de récupérer cette donnée, de commencer à l'analyser, de sélectionner ce qui est intéressant, de nettoyer et d'expérimenter avec cette donnée. Souvent, les profils qui ne sont pas forcément présents, donc le premier, ça va être, alors c'est un profil plus qu'une personne, c'est, on va appeler ça un data architecte, donc quelqu'un déjà qui va être, enfin en tout cas un profil qui va être là pour imaginer qu'est-ce que pourrait être une solution technique pour répondre à ce besoin de data lab. Souvent, son rôle, c'est de voir le SI existant, les applications existent, les données existent. C'est comment on va intégrer ce nouveau data lab au sein du SI. Donc avec les problématiques de la mise en place du data lake qu'on va voir ensuite, les stratégies de collecte de données qui vont venir d'autres applications déjà existantes, de bases de données, de BI, et d'intégrer tout ça au SI avec les contraintes du SI qui peuvent être là. Le deuxième profil dont on va avoir besoin, c'est ce qu'on appelle ici un data engineer. Alors lui, son rôle, c'est quelqu'un qui va maîtriser justement toutes ces technos qui sont venus avec le monde du big data. On va parler Hadoop, on va parler Spark, on va parler de toutes ces technos qui sont liées à la donnée. C'est quelqu'un qui maîtrise ces technos, qui maîtrise aussi donc le développement de manière classique. Il est capable de faire des algorithmes de manière scalable. Il connaît ces technos, il sait développer des algorithmes scalables avec. Et qui va aussi donc créer ce qu'on appelle des pipelines. On va avoir tous des systèmes de récupération de données. Ces données-là, on va avoir du nettoyage, de la sélection. Il va falloir automatiser ces procédures-là pour mettre à disposition cette donnée à d'autres profils, donc, qui peuvent être les analystes, comme on a vu, qui sont sûrement déjà là, ou des profils qu'on va appeler ici data scientist. Avec le data scientist, son rôle, ça va être de valoriser la donnée. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi les technologies d'analyse de données, qui maîtrise aussi, peut-être moins qu'un data engineer, les outils de développement, mais qui va être capable de travailler cette donnée qu'on va accumuler, de la valoriser, de sélectionner, de nettoyer, de créer des modèles. C'est là où on rentre dans le monde du machine learning, de la stat, de dire à partir de cette donnée-là, je suis capable de fournir des systèmes de recommandation, de prédiction. Et son rôle aussi, ça va être, et ça c'est très important, c'est quelqu'un qui va être aussi capable d'accompagner le métier, donc de comprendre les besoins du métier, qui sait ce qu'il est capable de faire avec la donnée qui est présente, et de fournir comme ça au métier quelque chose qui va répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est la première chose souvent à avoir, c'est d'avoir cette équipe pluridisciplinaire, capable de mettre en place les technologies, de récupérer la donnée, de travailler avec, de la nettoyer et de répondre aux besoins métiers. Le deuxième besoin qu'on va avoir pour monter ce data lab, ça va être, si on veut pouvoir travailler toute la donnée d'entreprise, on doit avoir quelque part un emplacement où on va avoir toute cette donnée qui est récupérée, stockée et qui va être mise à disposition de tout le monde. Alors, il y a un concept, on entend parler depuis quelques années, qui s'appelle le concept de data lake. Alors, data lake, il y a une chose importante. Souvent, on dit on va avoir besoin de récupérer la donnée d'entreprise. Souvent, on nous dit ça existe déjà. Partout, il y a déjà des concepts de data warehouse. Il y a déjà des bases de données qui accumulent en gros toute la connaissance de l'entreprise. La grosse différence de l'approche dite data lake par rapport au data warehouse, c'est ce qu'on avait dit. Le data warehouse, souvent, c'est des concepts métiers qui ont été imaginés par des équipes d'analystes. On a quelqu'un qui va dire ok, dans ma société, j'ai une notion de client, qui va imaginer comment on pourrait représenter ce client, comment on pourrait le modéliser dans une base de données relationnelle, comment il va modéliser des commandes, des produits, comme ça un ensemble de concepts qui sont liés à l'entreprise. Donc souvent on construit d'abord le modèle du data warehouse et ensuite on va adapter les applications où on va créer des process intermédiaires entre les applications et une data warehouse. Là c'est le monde de l'ETL pour dire comment je vais transformer toutes mes données du SI vers le modèle qui a été imaginé à la base dans le data warehouse. Alors, data warehouse, c'est très bien, mais en général, ça permet de répondre à un besoin, ou à différents besoins, qui sont ceux qui ont été imaginés par cette équipe qui a conçu ce data warehouse. Si on veut le modifier, si on veut l'adapter rapidement à un nouveau besoin, c'est rarement possible. Souvent, c'est un concept très long. Modifier un modèle dans une base de données, ça peut être coûteux, ça a des impacts
sur beaucoup de choses dans le SI, et c'est quelque chose qui ne se fait pas immédiatement. L'approche du data lake est complètement différente, donc on va toujours avoir cet emplacement unique dans lequel on va stocker la donnée, mais par contre on ne va lui mettre aucune contrainte. Dans ce data lake là, on va alimenter ce data lake avec toutes les données de l'entreprise, mais de manière brute. On ne va pas essayer de la transformer ou essayer de la mettre dans un modèle adapté à ce que l'analyste a imaginé. Donc on ne met aucune contrainte. Dans ce data lake, on va mettre toute la donnée de l'entreprise, donc tout ce que les applications génèrent, tout ce qu'on peut récupérer aussi côté web. Si on fait un site web, on va avoir du Web Analytics. On peut récupérer des données complètement différentes, des données non structurées, de l'email, du texte, ce qu'on aurait dans des champs libres avec des conversations avec du service client. On peut aussi insérer de la donnée externe à l'entreprise. C'est là où on entend souvent parler d'open data. Toutes ces données qui sont libres, en tout cas qui sont gratuites, qui sont récupérables sur Internet, de dire je suis capable aussi de les accumuler dans ce data lake et d'avoir des usages liés à mon entreprise. Pareil, de l'IoT ou tous ces concepts-là. Donc ça, c'est notre deuxième besoin, ce data lake dans lequel on va accumuler toute la donnée. Alors si on veut parler de technologie, souvent ce data lake, il y a une technologie assez populaire pour le créer, c'est tout ce qu'il y a dans le monde Hadoop. Hadoop, il a une technologie HDFS qui permet, en gros, que c'est un système de fichiers distribués qui permet d'accumuler n'importe quoi et un peu n'importe comment. C'est souvent une première façon de faire. On met en place cette technologie-là, on récupère toutes nos données qu'on accumule dans ce système de fichiers. On a aussi tout maintenant un écosystème qui va permettre de requêter cette donnée, de traiter cette donnée, de la rendre disponible à des data analystes, à des data scientists. C'est un peu tout l'exemple qu'il y a là. Alors, le problème aussi avec ce data lake, donc on a mis plein de données brutes, qui sont du texte, du CSV, tous ces aspects-là, et on va devoir exploiter cette donnée. Quand on a Data Warehouse, c'est exploiter, c'est simple, c'est une base SQL, on a plein d'outils capables de se plugger dessus pour requêter cette donnée. Dans ce concept de data lake, on a uniquement des fichiers qui sont là et qui ne sont pas accessibles très facilement. Donc le premier travail souvent de mise en place de Data Lab, c'est de dire, toute cette donnée que j'ai accumulée, je vais devoir fournir un moyen pour accéder à cette donnée, un moyen simple. On ne veut pas travailler sur des fichiers, on veut travailler sur des concepts, on veut récupérer toutes les interactions de mes clients, je veux récupérer tous mes logs web, je veux vraiment travailler sur de la donnée un peu structurée. Donc le premier travail, ça va être de simplifier l'accès. Pareil, cette donnée-là, on a envie de pouvoir l'analyser, on a envie de pouvoir la croiser, de croiser les différents datasets entre eux. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà savoir cette donnée, sous quel format elle est, comment je vais pouvoir la lire, comment je vais pouvoir la croiser. Donc si on veut pouvoir la croiser, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Si j'ai une notion d'identifiant, savoir que dans ce dataset-là, c'est un identifiant client, dans un autre dataset, c'est un identifiant client. Donc je vais devoir travailler d'abord là-dessus. Donc souvent on entend parler de, quand on voit des articles sur les data lakes, on entend parler parfois de DataSamp qui est justement l'aspect complètement inverse. On a mis plein de données dans un data lake, on n'a eu aucun travail sur le fait de structurer cette donnée, le fait de comprendre cette donnée, d'avoir une gouvernance, et on se retrouve avec plein de données qui sont juste inutilisables, qui sont juste des fichiers où personne ne se souvient d'où ils viennent, de ce qu'il y a exactement dedans. Donc vraiment, le premier but souvent dans un data lake, c'est d'avoir cet aspect de pouvoir exploiter cette donnée. Donc il y a une approche assez classique que nous, en tout cas, on met en place, c'est on a nos data lakes avec plein de formats de données qui arrivent. On va avoir du CSV, dump de base de données, on va avoir des formats JSON qui viennent d'extraction d'API web. On peut avoir du texte brut si on commence à récupérer des informations de réseaux sociaux ou des commentaires mis dans un appel vers un service client. On peut avoir des données qui viennent de systèmes, de vieux systèmes, des données middleware, à peu près n'importe quoi. Le premier travail, et ce qui vient souvent, le premier travail du data engineer, c'est de dire cette donnée-là, je vais devoir facilement la rendre accessible. La personne qui accède à la donnée n'a pas à savoir que c'est un JSON, n'a pas à savoir comment récupérer exactement cette donnée. Donc souvent, ce qui est fait, c'est de dire toute cette donnée-là, je vais la travailler, je vais remettre une structure sur cette donnée, je vais la formater, je vais remettre mes numériques en numérique, mes dates, je vais avoir un seul format de date, accessible par tout le monde. Je vais consolider certains datasets. Si j'ai une base client qui est mise à jour tous les jours, je vais avoir une vue simple en disant tous mes clients, je les ai consolidés jour par jour. Je vais créer des tables si on a des outils qui permettent de faire du SQL sur mon data lake. Je vais partitionner cette donnée et surtout mettre à disposition tous ces schémas de données à tout le monde. Donc il y a des formats de données maintenant qui font partie de l'écosystème Hadoop qui permettent de répondre à ces besoins-là. On va transformer toutes mes données externes vers un ou plusieurs de ces formats. Donc là, il y a en exemple, il y a ORC, Parquet ou Avro. Et ces données-là, en fait, supportent des formats standards, des numériques, des textes, des dates, sont accessibles par tous les outils de l'écosystème Hadoop,
Derrière, on peut les requêter en Hive, donc en SQL, on peut les requêter en Spark pour les data scientists ou data analysts. On peut les requêter donc avec des outils qui permettent de faire du SQL sur la donnée pour les data analysts. Donc ça, souvent, c'est le premier travail, c'est rendre accessible des données et lui redonner un schéma. La deuxième partie aussi, c'est on a toute cette donnée brute, on peut avoir des terras de données brutes et on n'a pas forcément envie de la... elle n'est pas forcément exploitable directement. Notre analyse BI, lui, savoir qu'il peut requêter la donnée web, c'est pas forcément exactement ce qu'il veut. S'il veut une vue client globale, il ne va pas requêter mes terras de données pour juste avoir un seul client. Donc ça, souvent, c'est on va avoir un travail de raffinement de la donnée qui va être fait un peu en collaboration par les data scientists, les data engineers, de dire, à partir de toute ma donnée que j'ai sur mon data lake, donc là, dans l'exemple, je vais avoir par exemple des données qui viennent du web, je vais avoir des données qui viennent de bases de données de CRM, des données qui viennent de réseaux sociaux, de plein de sources différentes. Je vais commencer à les consolider, à les croiser ensemble et reconstituer des nouveaux datasets qui vont être nettoyés, qui vont avoir un sens métier. Donc à partir de toute cette donnée brute, le data scientist va travailler, éventuellement faire des modèles s'il a besoin de la donnée brute, va les consolider, avec le data engineer créer des nouveaux datasets, et éventuellement donc fournir ces vues, ces sortes de vues à d'autres profils, des data analysts, qui eux vont utiliser des outils un peu classiques. Il y a plein d'outils de reporting qui maintenant sont capables de se connecter à un cluster Hadoop pour faire du reporting un peu classique sur les données qui sont, elles, très structurées, très raffinées. Et data scientist, lui, souvent, va avoir besoin d'accéder à toute la donnée. Il a besoin de la donnée brute, des weblogs, des données de réseaux sociaux, pour travailler, lui, avec des outils qui sont adaptés à travailler sur de la masse de données, avec, dans l'exemple, là, c'est du PySpark avec du Notebook, avec directement d'autres technologies pour faire ces différents use cases. Donc ça, souvent, c'est le deuxième travail, conjointement data engineer et data scientist, c'est réussir à redonner un sens à toute la donnée qu'on a dans le data lake et la rendre disponible à tout le monde. Le data lake est intéressant si tous les profils, si toute la société peut commencer à travailler dessus et utiliser cette donnée. Donc une fois qu'on a ce data lake en place, au fur et à mesure ces données qui se raffinent, c'est là où on va pouvoir commencer à faire les différents cas d'usage. On va pouvoir commencer à faire des systèmes de recommandation, du clustering, faire de la connaissance client, avoir des vues globales sur tous les points qu'on va avoir avec un client. Il s'est connecté sur le web, il s'est connecté en mobile, on a eu un contact et il a fait une commande, il a connecté le service client. On va pouvoir créer toutes ces vues et tous ces cas d'utilisation. Dernier point aussi, c'est un enjeu aussi avec le data lake, c'est souvent le data lake c'est quelque chose, on le met en place, on n'a pas envie d'impacter tout le SI directement parce qu'on veut mettre en place un Hadoop. Ça c'est souvent le rôle on va dire du data architecte, c'est de définir toutes ces applications, comment elles vont alimenter le data lake. Alors c'est plus simple souvent qu'un data warehouse puisque ce qu'on a vu, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas adapter les applications ou adapter la donnée pour la mettre dans le data lake. Souvent tous les systèmes opérationnels vont continuer à fonctionner de manière standard et vont alimenter chacun à leur manière le data lake. Donc qui peut être en temps réel avec du Kafka, qui peut être tout simplement chaque jour on a extrait un fichier de log qu'on va insérer dans le data lake. Ça peut être des extractions de bases de données, ça peut être n'importe quoi. Donc tout ça c'est intégré dans le data lake et au fur et à mesure, raffiné, les données sont sélectionnées, on remet des schémas, on crée des nouvelles vues et ces vues, donc comme on a vu, on va servir pour faire des cas d'usage. Donc par exemple, si on fait un système de recommandation, on va avoir notre modèle à la fin, il va falloir aussi l'exposer, on va peut-être l'exporter dans un autre système opérationnel. On va recréer une API web basée sur une base NoSQL pour répondre à mes besoins de recommandation. On va alimenter des data marts de manière un peu classique, on va recréer une base SQL qui contient une vue de mon data lake, ou tout simplement on va faire des requêtes ad hoc sur ce data lake avec des outils type Impala ou Hive pour requêter directement en SQL le data lake. Donc une fois qu'on a un peu toute cette approche, cette équipe qui est en place, ce data lake qui commence à se construire, c'est un process qui va être itératif, on ne va pas intégrer des centaines de flux du jour au lendemain, mais en tout cas on va avoir une approche, on va commencer à intégrer ces différents flux, commencer à les nettoyer, et là le data scientist va aussi avoir un deuxième rôle, c'est qu'il va commencer aussi à devoir répondre à des besoins métiers. Et pour ce faire, on a différentes étapes. Donc on va procéder de façon itérative à chaque fois pour converger vers des use cases qui sont exploitables et qui ont de la valeur. Donc ceux qui étaient, je répète encore, ceux qui étaient au talk de Tiga vont reconnaître le diagramme en 8 qui avait été présenté. Alors si je me tourne, on n'entend plus très bien, si je me mets comme ça peut-être. Donc en fait, on va commencer par définir les use cases.
On va commencer par définir les use cases, et pour ce faire, en fait, il va y avoir un échange entre les experts de la data et les experts métiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir de zéro, on ne va pas juste partir du data lake et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. On va vraiment essayer d'avoir une démarche quand même qui est structurée un minimum pour aller vers les bons use cases. Donc pour vous illustrer ça de façon agnostique, j'ai pris un exemple d'illustration. Généralement, ce qui se passe, c'est que les métiers ont déjà une petite idée de ce qui les arrangerait, parce qu'ils ont envie d'optimiser des choses, parce qu'ils ont des frustrations, ou comme je l'ai écrit ici, parce qu'ils ont vu des choses dans des revues, ils ont vu que chez le concurrent, on faisait des trucs magnifiques, merveilleux, qui ouvraient des opportunités extraordinaires de business. Et donc, leur première demande, ça va être de demander quelque chose de très sophistiqué, on va dire, de très enthousiaste, donc, que j'ai illustré ici par une licorne. Et donc le travail, ça va être de faire des allers-retours entre qu'est-ce qu'on peut faire avec les données disponibles et qu'est-ce qui va rendre service au métier. Et donc on va dire, ok, eux ils veulent une licorne, moi je peux avoir un cheval, parce qu'un cheval ça existe, une licorne ça n'existe pas. Donc je peux partir sur un cheval, on va faire un travail comme ça de réflexion, et puis on va se dire non, le cheval ça marche pas, pour différentes raisons. Peut-être parce que la donnée n'est pas bonne, la donnée n'est pas de qualité, ou peut-être parce que c'est juste totalement irréalisable. On va partir sur un cousin du cheval, le zèbre, et puis on va itérer comme ça, et on va se dire non, ça ne marche pas non plus. Et donc si on est dans une approche classique, où on n'est pas dans une démarche agile, on va se dire bon, ça mène nulle part, on s'arrête là et on tue le projet. Et on passe à autre chose. Sauf que nous, on va se dire non, on se laisse de la marge, on a tué une idée, et il nous reste plein d'autres possibilités qu'on veut quand même aller exploiter, et dans ce cas-là, on ne va pas se concentrer sur le corps de la licorne, mais sur la corne de la licorne, et on va aller chercher des mammifères à cornes. Donc on va élargir et puis on va se dire, ok, j'ai du rhinocéros, ça peut le faire, non, ça ne marche pas. Et au final, on va converger vers quelque chose qui est assez différent de la demande initiale, même si de loin, quand on regarde, il y a quand même une certaine ressemblance. Donc c'est le narval, qui est donc un mammifère. Donc ce n'est pas vraiment une corne, c'est une dent allongée. Mais voilà, donc on a l'idée. Donc une fois qu'on a défini un use case, on va aller mettre en place les premiers prototypes pour tester. Donc je prends un exemple cette fois plus concret, qui est assez répandu en fait, parce que voilà, c'est très documenté. Vous avez souvent le marketing, des départements marketing qui vont driver la demande de la data, parce qu'ils savent qu'il y a des choses à faire, qu'on peut extraire du signal depuis Internet, enfin c'est connecté, etc. Et donc souvent une question qui revient, c'est je veux savoir comment est perçue ma marque sur les réseaux sociaux. Donc comment on faisait ça avant ? On faisait des sondages avec des gens, on constituait un panel, on faisait en sorte qu'il était représentatif, on posait des questions et on espérait que les gens répondent correctement et pas juste pour se débarrasser du sondeur. Et puis, entre-temps, il y a une approche basique qui consiste à faire de l'analyse de sentiments sur les tweets. C'est une approche très brute et honnêtement pas très utile, parce que voilà, vous allez avoir un indicateur qui va dire bon, bah, c'est négatif, c'est positif. Bon, voilà, ça s'arrête là, on n'a pas de capacité d'action. Donc, nous, on va partir, cette fois de l'autre côté, on va partir de la donnée une fois qu'on a le use case. La donnée ici, elle est très simple. Enfin, alors, elle n'est pas simple dans la structure, mais elle est simple dans l'accès. C'est une donnée publique, c'est les réseaux sociaux. Donc, quand je pars de ma donnée, je me pose toujours la question, j'ai la donnée brute, qu'est-ce qu'il y a comme information dedans? Qu'est-ce que je peux extraire comme signal depuis cette donnée? Donc, il y a différentes façons de procéder, il y a différents outils. Donc c'est là qu'on va avoir de l'analyse statistique, du machine learning. Et si vous êtes intéressé par le machine learning, vous avez justement aussi une session après à la salle Berlin, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pourrez aller voir plus en détail comment ça se passe. Donc l'idée c'est ça, j'ai mes données, je peux avoir un gisement de données, je peux en avoir plusieurs, qu'est-ce que je peux extraire comme signaux, comme informations, pour ensuite voir comment je peux les utiliser, comment je peux les exploiter. Donc ici, je vous ai pris un exemple concret aussi. Donc ceci est un tweet. J'ai pris un tweet totalement au hasard, c'est le premier qui passait dans ma timeline, j'ai fait la copie, il n'y a aucun message caché. Donc, il y a différentes informations. L'intérêt du tweet, c'est qu'en plus, ça montre qu'on ne travaille pas qu'avec des données structurées, qu'on ne travaille pas qu'avec qu'on ne va pas se concentrer que sur des tables SQL. On veut vraiment pouvoir ratisser large et traiter différents types de données. Et là, on a de la donnée non structurée et semi-structurée. Donc, le non structuré, c'est tout ce qui est texte. Non structuré, ça veut dire que je ne peux pas accéder de façon systématique à l'information que je veux. Il va falloir faire tout un travail d'écriture, de code pour exploiter la donnée. Et tout ce qui est semi-structuré, c'est toutes les informations qui sont bien identifiées, comme le c'est qui, les retweets, les favoris. Ça, c'est des choses qu'on peut extraire
et qu'on peut utiliser pour reconstruire des graphes sociaux, par exemple. Donc, une fois qu'on a les informations, l'étape d'après, c'est de voir comment je combine tout ça. Donc, on va construire des pipelines assez évolués pour combiner, extraire d'autres signaux, raffiner. C'est vraiment presque comme de la chimie, en fait, pour à la fin arriver à de la connaissance utile qui va servir aux décideurs ou à définir des stratégies ou autres, ou alors carrément mettre en place des actions automatisées, comme c'est le cas, par exemple, pour les systèmes de recommandation. Donc là, on est sur de l'opérationnel, on peut automatiser des choses, ou alors si on est sur du stratégique, on veut quand même garder la main, et puis c'est l'humain qui va quand même donner le go final ou pas. Et donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, donc je peux travailler sur le texte, extraire des topics, des mots-clés, je peux aussi travailler sur les données semi-structurées, reconstruire un réseau social, etc. Et ça va me permettre d'identifier donc des communautés d'intérêt, d'identifier des personnages centraux au sein du réseau, qu'on peut qualifier d'influenceurs, qui sont associés à des sujets qui eux-mêmes ont une certaine tonalité positive ou négative. Donc l'intérêt de ça par rapport à juste faire de l'analyse de sentiments, c'est que je peux définir des objectifs précis en disant, voilà, lui il parle de ça, il a une expérience négative, comment est-ce que je peux faire pour améliorer son expérience? Et donc je peux définir une action et agir. Donc là, je suis vraiment dans l'action data-driven et pas juste dans l'acquisition d'informations pour connaître. Mais ça, c'est juste le début, en fait. Là, on est sur une verticale, on est en train d'optimiser pour un métier particulier. Donc là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on va aller chercher dans les silos transverses, quand on va commencer à croiser. J'avais dit tout à l'heure qu'en fait, on a différents métiers avec différentes visions de la donnée. Donc en fait, chaque métier a une pièce du puzzle. Et là où ça devient vraiment utile, c'est lorsqu'on va rassembler les pièces. Donc on peut les rassembler de différentes façons en fonction des questions auxquelles on veut répondre. Et c'est là qu'on va se rendre compte que le tout est toujours plus que la somme des parties. Donc ce n'est pas juste des pièces côte à côte, on peut dégager un sens qui va au-delà de juste avoir mis côte à côte les pièces. Et dans notre exemple, on peut se dire, on a identifié un problème, maintenant on veut y répondre. Mettons par exemple que c'est quelqu'un qui a un problème systématique avec un service, par exemple, ou un produit. Moi, je vais identifier l'expert maintenant de mon côté qui va pouvoir répondre de façon optimale à la question. Donc je vais voir, côté SAV ou côté support, je vais aller voir qui sont mes experts, peut-être qu'ils contribuent à des bases de connaissances, peut-être qu'ils ont un historique d'intervention sur des sujets précis. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire remonter la bonne personne sur la problématique en question. Et après, je mets en relation automatiquement la bonne personne avec l'influenceur qui a un problème. Et là, je fais de la disruption, c'est-à-dire que je n'ai pas juste d'un côté le département marketing qui est en train de regarder ce qui se passe, et d'un autre, le département support SAV qui se demande comment est-ce qu'il peut optimiser son action. Là, j'ai vraiment croisé les deux métiers pour automatiser quelque chose et dégager de la valeur. Donc, on est parti d'une question initiale, qu'on peut dire que c'était notre licorne, et là, c'est notre narval, hein, donc on en a vraiment convergé vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, juste en faisant cette étape itérative de se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme données, qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce que je peux aller chercher à côté pour aller compléter. Et donc, une fois qu'on est là, on va définir des métriques de succès, parce que c'est ça qui nous intéresse avant tout, c'est de pouvoir décider quand est-ce que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc là, par exemple, vu qu'on est sur un cas un peu subtil, on peut se dire quel impact ça a et sur l'image de marque sur les réseaux sociaux et quel impact ça a sur le service rendu au niveau SAV. Donc on va pouvoir construire des indicateurs un peu mixtes entre les deux services. Et une fois qu'on a ça, généralement, il y a toujours différentes façons d'implémenter, différentes façons de faire les choses. Donc, on va commencer par tester, toujours en commençant par les modèles les plus simples. Et puis, on va commencer, si ça marche tout de suite, on s'arrête là. Et si ça ne marche pas, on va commencer à complexifier un peu plus, à filtrer, à traiter de façon plus subtile, à essayer éventuellement de voir si on peut encore compléter avec d'autres données qui traînent ailleurs dans un autre service. Et une fois qu'on valide, si on ne valide pas, ça s'arrête là et on passe à autre chose. Et une fois qu'on valide, donc là on peut passer à l'industrialisation et au passage à l'échelle. Ok, donc on a une idée qu'on pense être bonne. Hein. Souvent, ce qui est important, ça va être de confronter ce POC à la réalité. On l'a fait en interne, on a commencé à mesurer, on pense que c'est la bonne idée. C'est important si on veut vraiment pouvoir faire de l'innovation, si on veut avoir des retours rapides,
d'avoir des moyens de mettre en place ce POC, hein. Donc d'avoir, c'est là où c'est important aussi de la feature team, de dire ce POC-là, je veux le mettre en place, je veux faire de la B-test dessus, je veux rapidement modifier une application ou mettre en ligne, et commencer derrière à commencer à le mettre en place, à mesurer les résultats, donc récupérer des nouvelles mesures dessus, et voir ce que le fait d'avoir confronté ce POC à la réalité, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est vraiment positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose? Ça, c'est le dernier point qui est toujours important, c'est vraiment confronter tout ce qu'on a fait à la réalité. Donc après, on va avoir d'autres profils qui vont nous aider à ça, hein, c'est penser aussi DevOps, c'est vraiment ayez une équipe multidisciplinaire, du fait que vous êtes capable donc, de mettre en place Data Lake, de récupérer la donnée et de mettre en place des nouvelles applications, de nouveaux systèmes, de rapidement pouvoir les mettre en prod, de rapidement pouvoir les exposer à tout le monde pour pouvoir tester un peu ce que vous avez fait. Pareil aussi, un aspect à ne pas négliger, hein, c'est la data visualisation sur certains use cases. Et il y a aussi des gens capables de communiquer, capables de faire du reporting, des beaux graphiques pour présenter les résultats de nos expérimentations aux différentes directions métiers pour vraiment mettre en valeur ce qui a été fait. Donc ça passe, c'est la fin de notre boucle, hein. Si on a un POC qui, on pense être bon, on le met en place, on le met à l'échelle et on continue à mesurer est-ce que vraiment il a apporté ce qu'on avait besoin. Donc merci, et si vous avez des questions, il reste une dizaine de minutes. Bonjour, ça marche très bien. D'abord, merci pour la présentation. Si on revient sur la démarche Data Lab, construction d'un Data Lab, sur la première phase qui est les profils, il y a un rôle que je pense que vous avez omis, que moi je trouve très important, surtout quand on travaille dans des grosses boîtes, c'est le profil du CDO, qui est le Chief Data Officer. Aujourd'hui, quand on est dans une démarche Data Driven, moi je fais partie des équipes BI, et on est des équipes IT, des équipes de réalisation de la BI depuis quelques années. Aujourd'hui, avec une démarche Data Driven, on est aussi une force de proposition en business. Et quand on n'a pas ce genre de profil dans des grosses boîtes, quand on est une équipe IT, qu'on arrive avec des forces de proposition business, à côté on a des directions business métiers qui nous tapent sur les doigts en disant « Ah ça, c'est pas votre périmètre. Vous êtes des équipes de réalisation. C'est à nous de proposer le business. » Donc, alors que quand on a un CDO, sachant qu'un CDO, ça doit être un profil qui doit avoir quand même deux sponsors qui sont l'IT, principalement la DSI, et aussi les équipes métiers, donc le market, le commerce. Donc c'est une personne qui doit avoir un bâton de pèlerin pour pouvoir concilier tout ce monde et pouvoir travailler ensemble. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'importance centrale du Chief Data Officer. Là, on n'en a pas parlé parce que pour nous, il n'est pas dans le Data Lab en soi, mais il est plus haut, il n'est pas que sur le Data Lab. Là, on est vraiment sur les profils du Data Lab, ceux qui vont tous les jours aller dans le Data Lab faire le travail d'innovation. Mais c'est vrai que le Chief Data Officer a un rôle central, notamment pour lutter contre justement ce travers de travail vertical où justement chaque métier va vouloir travailler sur sa verticale et le Chief Data Officer est là pour essayer de créer justement cette vision transverse. Et effectivement, c'est un rôle qui est central et qui est amené à se développer de plus en plus. En tout cas, on l'espère. Parce que c'est censé être notre interlocuteur privilégié. Donc c'était très clair, voilà. Oui, bonjour. Juste une question. J'ai l'impression qu'il y a deux flux. Il y a les data qui alimentent le data lake et qui peuvent nous permettre de fournir des use cases. Et puis il y a les use cases qui arrivent de l'extérieur et comment on arrive à mélanger un peu les deux, parce que je ne pense pas qu'il y ait qu'un sens à privilégier par rapport à l'autre. Ça fonctionne comment? Ça s'articule comment? En fait, c'est le but de ce schéma, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas vraiment d'entrée. C'est pour ça que c'est une boucle. C'est vraiment un travail de convergence. Il y a un effort des deux côtés qui se fait et on confronte. Et au bout d'un moment, on finit par converger vers quelque chose. Ça peut être rapide,
Quand il y a un Chief Data Officer, par exemple, ça peut aller très vite parce qu'il a une bonne vision des données. Ça, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a une bonne vision des données en face. Ça facilite énormément le travail. Quand ce n'est pas le cas, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a des allers-retours, etc. Et donc, généralement, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre en place des ateliers d'idéation où on va regrouper les métiers avec les profils data. Et, c'est vraiment, on s'assoit dans une pièce et puis il y a des échanges. Alors, l'idée, c'est que ça reste sans contrainte, mais quand même un minimum contraint pour pas que ce soit trop n'importe quoi. Et l'idée, c'est que chaque expert de son domaine va essayer de lâcher la petite information qui va venir combler un manque dans la vision qu'ont les autres. Et à ce moment-là, il va y avoir un petit insight, et on va se dire « Ah, mais toi, tu as cette partie-là, moi, j'ai ça ». Et le data expert va dire « Ah, mais si toi, tu as ça et toi, tu as ça, on va pouvoir peut-être faire ça ». Donc, c'est vraiment des ateliers, c'est des réunions, on s'assoit. Il y a vraiment un travail très, très vif d'échange cordial, mais vif quand même. Il faut stimuler les gens, des fois, pour faire sortir les choses. Mais voilà, il y a des méthodes. Hein. C'est pas juste on s'assoit et on se regarde et puis on espère que ça sorte. Bonjour. Alors c'est une question un peu plus technique, mais du coup il y avait un logo Jupyter dans l'ensemble des technologies pour monter le Data Lab. Et ma question c'est est-ce que vous avez un retour d'expérience par rapport aux divers outils notebook. Donc il y a effectivement Jupyter qui est le plus connu et le plus vieux, il y a Zeppelin, on en parle un peu. Et du coup ma question c'est plus par rapport à l'industrialisation en termes de sécurité, la maturité des différents outils, quelle est votre vision par rapport à ça? Alors en pratique on fait plutôt du Jupyter parce que c'est le plus mature, c'est celui qui marche. Alors, il a plein de défauts, hein. Jupyter sur PySpark, il y a plein de contraintes derrière, c'est difficile à sécuriser, c'est difficile à donner accès, c'est des gens de confiance, on ne peut pas lancer 50 notebooks en parallèle. C'est des outils souvent qu'on ouvre plutôt aux data scientists, donc aux data engineers plutôt à 5-6 profils, et ça se limite pour l'instant à ça. On n'a jamais expérimenté au fait de dire maintenant on ouvre des notebooks à des dizaines de personnes qui vont aller ensuite attaquer le data lake. Ah, d'accord. Merci. Oui, j'avais une petite question, s'il vous plaît, sur l'approche en fait Big Data. Donc l'approche data-driven est une approche qui, donc a posteriori, qui renverse un peu les paradigmes classiques de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on a été longtemps dans une approche, je veux atteindre un objectif en partant d'un point A pour arriver à un point B, et puis après, peu importe le chemin, l'important c'est que j'arrive du point A au point B. Aujourd'hui, en fait, d'après ce que vous nous dites, en fait, on a intégré une approche où on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va, donc par tâtonnement, empirisme. Et ma question était la suivante, est-ce que, suite à l'instauration d'un data lab au sein d'une entreprise, ça a incité la direction générale à repenser son organisation et sa stratégie, ou bien est-ce que c'est parce que la stratégie est repensée qu'on fait appel à vous pour constituer un data lab? Enfin voilà, ma question est de savoir, est-ce que ça dans l'expérience que vous avez par rapport à l'accompagnement de clients, de gros groupes, est-ce que ça incite des fois la direction générale à revoir sa stratégie, à repenser son modèle d'entreprise? Alors, si la demande ne vient pas de la direction générale, ce qui se passe, c'est que la direction générale reconsidère sa position quand les résultats positifs arrivent. Mais effectivement, on peut avoir les deux cas. On peut avoir par exemple, moi ce que j'ai eu beaucoup, c'est des cas où c'est vraiment un métier particulier qui vient me voir pour optimiser quelque chose. Et puis c'est moi qui vais aller pousser sur les autres métiers. Ou alors des fois c'est des gens qui ont une certaine maturité sur la data mais qui ne savent pas comment faire, donc ils viennent voir pour leur métier mais en gardant en tête qu'ils voudraient eux-mêmes avoir la transversalité, même s'ils ne savent pas forcément comment. Et donc on va les accompagner. Donc l'avantage avec ces gens-là, c'est qu'ils ont déjà commencé un travail d'évangélisation en interne. Donc en fait il y a une plus de maturité. Et sinon, oui, des fois, c'est la direction générale qui donne l'ordre et qui dit bon, il faut passer au big data parce que tout le monde fait ça, qu'il y a des choses qui se passent ailleurs et donc nous aussi, il faudrait qu'on en profite. Enfin, il y a vraiment tous les cas en fait, ça dépend
Ça dépend, il n'y a pas un archétype unique. Ouais. Juste pour compléter, dans une démarche Data Lab, c'est un projet en soi. Aujourd'hui, dans vos expériences, est-ce que c'est plutôt qui c'est qui a initié en entreprise cette démarche? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est une DSI parce qu'elle veut casser les cloisonnements des données entre différentes entités, ou c'est le métier qui veut avoir une plus grande vision, qui souhaite avoir... C'est ça, ça dépend. Ouais, des fois, c'est le DSI qui pousse. Et donc, généralement, on va être sur une vision plus technique. Et dans ce cas-là, il faut aller convaincre les métiers. Des fois, c'est le métier qui pousse. Dans ce cas-là, on va être vraiment sur une approche plus valorisation. Et dans ce cas-là, il faut aller convaincre le SI qu'on ne va pas tout casser dans leur projet d'urbanisme du SI, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment il y a toutes les configurations possibles et imaginables. Ça peut prendre n'importe où. C'est quelque part dans l'entreprise. Quelqu'un se dit qu'il faut saisir la problématique de la data. Il va essayer de pousser. Et voilà, ça fait un angle d'entrée. Sinon, vous êtes tous très beaux. On vous regarde tout à l'heure.